Alors, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à mes stages. Ça a été un vrai bonheur, tous autant que vous êtes. Et comme promis, je vais donc vous faire la petite vidéo qui est en fait le remake du stage que vous avez suivi à la maison. Et pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, le voici. Donc le thème était donc le lâcher prise. Ensemble, lorsqu'on est en groupe, on a tenté de définir chacun à sa façon le lâcher prise. Et on dit que c'est un terme qui est devenu très très à la mode de nos jours et qui paradoxalement est de plus en plus difficile puisque nous sommes de plus en plus dans une société qui ne nous permet pas le lâcher prise puisqu'on nous demande de plus en plus dans notre vie moderne d'aller vite, de gérer, de supporter plein de choses et tout. Donc voilà, le lâcher prise est important et difficile. C'est la première chose que nous avons pu dire. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que le lâcher prise demande du courage. On ne peut pas lâcher prise sans courage. Ça, c'est important à savoir. La première image que je donne sur le lâcher prise est quelqu'un qui fait du ski nautique, qui va donc prendre son petit bâton, comme ça, se mettre dans l'eau, attendre que le bateau décolle, enfin avance plutôt, et lui essayer de sortir de l'eau. Voilà. Une fois qu'il tient son bâton, il sort pas d'ailleurs, mais enfin bref, une fois qu'il tient le bâton et qu'il est censé sortir, à un moment donné, il va chuter. Ça peut prendre 2 secondes, mais ça peut prendre peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Au moment où il chute et qu'il est dans l'eau, il y a 2 solutions. C'est où je reste attaché à mon bâton, parce que je n'ai pas confiance en la personne qui est dans le bateau, parce que j'ai peur de ceci, parce que j'ai peur de cela. Et à ce moment-là, je tiens mon bâton et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller sous l'eau et je coule, je bois une bonne tasse. Voilà. Il y a une deuxième solution qui est de lâcher ce bâton parce qu'effectivement, je fais confiance à la personne qui conduit le bateau en me disant, en me raisonnant que personne en général n'est oublié après du ski nautique. Je lâche le bâton et dans ce cas-là, je ne coule pas et je ne bois pas la tasse. Et là, on est dans le lâcher prise au bon moment. Voilà, le lâcher prise, je dirais que c'est une très très bonne image du lâcher prise. Alors, le lâcher prise, ce n'est pas que se relaxer, ce n'est pas que... Alors, le lâcher prise, on voit aussi, il faut que j'aille faire du yoga, il faut que je me relâche, il faut que je... Ça, c'est important, oui. Mais il y a aussi le lâcher prise moral. Hein. Alors, on repart. Le lâcher prise physique, c'est d'abord donc savoir relâcher son corps, qui n'est pas facile. Moi, je sais que je me rends compte très souvent, j'ai toujours les épaules très tendues et tout. Savoir méditer, savoir ne plus penser. On verra plus tard que c'est vraiment pas évident. Arrêter son cerveau de penser et à savoir méditer. Pour ceux qui font de la méditation, vous savez ce que c'est. Ceux qui n'en font pas, je vous dis pas d'aller voir des adeptes de Bouddha et tout, mais savoir méditer, on apprendra aussi tout à l'heure que c'est quelque chose qui se fait sans que ce soit dans un cadre religieux ou autre. Ce lâcher prise morale, donc c'est savoir déjà reconnaître nos blessures. On va savoir on peut avoir des blessures d'enfance qui sont difficiles. Savoir aussi pourquoi nous réagissons à telle ou telle situation, souvent vivement et parfois sans pouvoir se l'expliquer. C'est aussi admettre qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose de difficile. On va voir aussi que c'est certainement le point le plus difficile. C'est savoir accueillir l'imprévu. On prévoit de partir demain, faire un long voyage, il neige ou il y a des bouchons. C'est de l'imprévu, il faut savoir l'accueillir, on n'y peut rien. Et c'est aussi ce qui a fait beaucoup sursauter ceux qui sont venus au stage et tout, c'est aussi savoir pardonner, mais pardonner à soi et aux autres. Alors là aussi, ça a été un grand débat parce que certains m'ont dit, mais moi, il y a des choses que je ne peux pas pardonner. On verra tout à l'heure qu'on pardonne pour se faire du bien à soi et pas à l'autre. Alors, le lâcher-prise n'est pas accessible à tout le monde, comme je vous le disais tout à l'heure. Déjà, il y a 5 blessures d'enfance qui peuvent exister en chacun de nous. On ne les a pas tous forcément, on ne les a pas toutes. On peut en avoir une, on peut ne pas en avoir. En tout cas, il y a 5 blessures qu'il faut vraiment connaître, qui sont de notre enfance. Donc, si vous êtes adulte, quand vous regardez cette vidéo, vous les avez sûrement identifiées si vous en avez eu. C'est la blessure de rejet qui se vit. Donc, on s'est senti rejeté. En général, c'est par la personne du même sexe que nous. C'est-à-dire que si on est une femme, c'est la maman. Si c'est un garçon, c'est le papa. C'est la blessure d'abandon. C'est entre la naissance et 3 ans. Tout ce que je vous dis, c'est à peu près dans ces âges-là, jusqu'à 6 ans maximum.
Évidemment, ça, il y en a beaucoup qui l'ont vécu, abandon du père, abandon peut-être de la mère, voilà. Donc en tout cas, il y a des blessures comme ça qu'il faut régler, hein. Si vous ne les réglez pas, toute votre vie, vous allez être dans quelque chose de difficile. La blessure d'humiliation, voilà. Vous avez des parents qui sont, peut-être en voulant bien faire, dans quelque chose de très strict et tout, mais à punir avec humiliation, des choses comme ça et tout. L'enfant, ils peuvent avoir 3 enfants, un qui va ressentir la blessure, pas les autres, hein. La blessure de trahison, on retrouve souvent ça dans les familles recomposées ou dans les adoptions et tout. On a l'impression qu'on a été trahi, qu'on nous a menti. Alors ça, je parle de choses très jeunes, mais en tout cas, si vous l'avez, la blessure, je pense que si vous avez plus de 20 ans que vous regardez cette vidéo, vous devez l'avoir identifiée. Et ensuite, la blessure d'injustice. On dit qu'elle est éveillée par le parent du même sexe. C'est-à-dire que si moi je suis une fille, ça serait ma maman. On s'est senti bloqué dans notre développement individuel. On a souffert de froideur et d'insensibilité. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est 5 blessures. Donc je répète, injustice, trahison, humiliation, abandon et rejet. Si vous les avez vécues petits, soignez ça d'abord. Ça ne veut pas dire d'aller faire une thérapie pendant 20 ans, mais au moins identifier la blessure, dire ça, j'en ai souffert, mais maintenant, je l'accepte, enfin, je passe dessus, ou en tout cas, je l'ai identifié et j'avance. Voilà. Déjà, les 5 premières choses. Ensuite, on peut commencer à parler du lâcher-prise, hein. Donc, le lâcher-prise aussi, quand on dit lâcher-prise, eh ben, c'est-à-dire qu'on accepte de lâcher. Mais lâcher à quoi? Donc là, on va se poser la question sur notre spiritualité. Alors là aussi, ça sera mon prochain stage. Spiritualité ne veut pas dire religion. Mais ça veut dire qu'on accepte que nous ne gouvernons pas tout dans notre vie et que peut-être il y a quelque chose au-dessus de nous qui gouverne. Alors appelez ça comme vous voulez. Ceux qui seront dans une religion vont appeler ça Dieu, Allah, Bouddha, je ne sais quoi. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans la religion, que ça rebute énormément. Appelez ça l'univers. Moi, j'aime bien appeler ça l'univers. Ou appelez ça ce que vous voulez, quoi. Mais en tout cas, si vous n'acceptez pas le fait que vous n'êtes pas le seul maître à bord de votre vie et que vous ne pouvez pas tout diriger, le lâcher-prise, c'est même pas la peine. Là aussi, on s'arrête ici, c'est pas la peine. Alors là, je vais vous parler aussi d'énergie. Alors ça aussi, mon prochain stage sur l'au-delà va beaucoup vous en parler, mais je suis obligée de l'aborder un petit peu ici, je suis désolée. C'est-à-dire que chacun de nous a une énergie. On a une énergie qui change, qui fluctue dans la journée, hein. Donc quand j'ai fait mon stage, c'est ce que je leur ai dit, nous avions plusieurs énergies autour de la table. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui avait couru tout le long, qui avait eu du mal à se garer, qui était dans une énergie un peu fatiguée. L'autre qui venait de quitter son copain love, 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 qui était dans une autre énergie. La troisième qui venait de quitter ses enfants un petit peu inquiète parce qu'il restait avec mamie qui pleurait, c'était encore une autre énergie. La quatrième qui sortait du sport qui était encore dans une autre énergie. Et tout ça, autour de la table, au bout d'une heure et demie, 2 heures, on est ressorti avec une énergie qu'on a mis en commun, nous. Voilà, cette énergie-là. Et on est reparti avec cette énergie pour aller en retrouver d'autres, évidemment. Mais en fait, on est fait d'un corps, mais on est fait aussi d'énergie. Et ces énergies se rassemblent pour former ce qu'on appelle le grand tout, pour former ce qu'on appelle l'univers ou ce que vous appelez Dieu. Ça, il faut vraiment l'intégrer pour pouvoir lâcher prise. Parce que, voilà, il faut faire confiance. C'est important. Si vous n'y arrivez pas, c'est vrai que le lâcher prise, vous ne lâcherez jamais prise. Alors, le lâcher prise... donc c'est ce que je vous disais, on ne peut pas tout contrôler, on est obligé de s'abandonner. On se pose la question, donc à qui je m'abandonne, hein? Je m'abandonne à mon destin. Parfois on dit bah oui, moi je pense que tout est écrit, ou je pars voir ma tante et puis la voiture tombe en panne et le réparateur peut pas venir, c'est le destin. Peut-être que ce jour-là je devais pas aller la voir. Il faut y croire en tout cas et pas se dire je vais y aller, se buter tout. Peut-être que c'était pas le jour à y aller. Après, je vais faire plaisir aux messieurs. Le lâcher-prise, par expérience, par statistique, par vécu, est beaucoup plus accessible aux hommes. Pourquoi, messieurs? Parce que vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise que nous. Je dis aussi, tout ce que je dis est relatif, parce que on a des hommes qui sont avec ce côté féminin, de ne pas lâcher prise et de vouloir tout gérer aussi. Mais effectivement, vous verrez plus souvent un homme arriver du travail, dire là, je souffle, je me pose, et effectivement, la gestion des enfants, des courses, de la belle-mère, des vacances et tout, laisse-moi souffler, je verrai plus tard. Ils sont capables de lâcher prise. Nous, les femmes, on arrive et on se dit, bon, maintenant, il faut tout que je gère. Allez, les enfants, la propreté, la maison, le travail, la belle-mère, les vacances, je veux tout gérer, je ne me lâche jamais, et en plus, il faut que j'aille au sport, il faut que je me fasse belle. On n'arrive pas à gérer, on a beaucoup plus de mal. Ce que je dis est très schématique,
et ne peut ne pas s'appliquer forcément à toutes les femmes et à tous les hommes, mais globalement a été reconnu comme existant comme ça. Alors, le lâcher-prise. Une première chose, toujours cesser de se battre frontalement. C'est-à-dire que vous verrez que beaucoup dans notre vocabulaire, on a « je me bats ». Et moi, je vais vous dire, je l'ai fait pendant des années avec une fille qui a été malade. Je me bats contre la maladie, je me bats pour avoir un poste, je me bats. Enlevez ce mot de votre vocabulaire. La maladie, quand elle est là. Donc se battre, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, je prends la maladie, je l'accepte, elle est là, je n'y peux rien. Je vais essayer de voir comment, effectivement, je peux y remédier, ça c'est sûr. Mais le mot se battre, ça donne une énergie qui est négative. C'est-à-dire quand on se bat, on est dans quelque chose de négatif, on n'est pas dans quelque chose de positif. Donc on ne se bat pas frontalement tout le temps. On peut se battre évidemment à un moment donné pour quelque chose, mais globalement dans la vie, évitez d'être toujours dans le je me bats. Il faut prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. C'est-à-dire que tous les jours, quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. On ne sait pas. On a prévu des choses, bien sûr. Globalement, ça peut être positif. On sait qu'on a des embrouilles qui nous arrivent au boulot et que ça va être peut-être un peu négatif, mais on ne sait pas. Donc, prenez chaque jour, le matin comme il vient, et laissez-lui le plaisir de vous faire la surprise. Il faut accepter aussi que le résultat de certaines actions ne soit pas de notre ressort. On ne peut pas tout gérer, on revient là-dedans. Je vous le répéterai 50 fois au cours du stage, mais ça, c'est vraiment des exemples. Il y a vous avez prévu une réunion, il y en a sur 5, il y en a 3 qui ont la grippe, et ben votre réunion, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat sera effectivement amoindri, mais vous n'êtes pas responsable. Donc, c'est pas la peine non plus de vous en rendre malade. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas tout contrôler, ni dans le travail, ni dans la vie perso, ni les émotions, ni les autres, ni tous les événements extérieurs. Alors, et puis aussi, ce qu'il faut surtout, c'est faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler. Parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler. Si on prend la voiture, je contrôle si je vais à 50 à l'heure ou à 160 en ville. C'est moi qui contrôle. Hein. Par contre, ce que je peux influencer aussi. Je peux influencer, effectivement, je vais rester sur l'idée de la voiture parce que ça me paraît bien ça. Mais si je fais jamais de contrôle, si je mets pas d'essence, je vais tomber en panne d'essence. Donc ça, je peux effectivement influencer le fait de ne pas tomber en panne. Si je fais faire mes révisions, effectivement, j'ai moins de chances d'avoir des embrouilles. Mais voilà. Et puis faire la différence donc, entre ce que je peux contrôler, influencer et ne pas contrôler du tout. Hein, c'est ce que je vous dis. Vous voulez le matin, il y a 2 mètres de neige. Est-ce que je suis responsable? Non. Voilà. Alors après, ce que je vous dis, je vous parle d'une voiture, mais il faut l'appliquer à toutes les choses de votre vie. Il y a des choses même avec vos enfants, vos parents, des choses très dures dans la vie, une séparation, un conjoint. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler et qui me mettent en situation et que je dois accepter. Et quand on l'accepte, on va mieux. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais ça veut dire que déjà, au fond de soi, on va mieux. Ça, c'est super important. C'est vraiment la première étape du lâcher-prise. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas avoir d'objectifs? Bah si, on peut avoir des objectifs, bien sûr qu'on peut avoir des objectifs. Mais après, mettez-vous des objectifs, j'allais dire, qui soient cohérents. Hein. On va partir sur l'exemple que j'aime bien prendre, le régime. Si aujourd'hui, je décide de perdre 5 kilos en 2 jours, je vais avoir du mal, quoi. Je vais avoir du mal, ouais. Alors que si mes 5 kilos, je décide de les perdre je sais pas, allez, soyons fous, en 2-3 mois, je vais peut-être avoir plus de chance. Et dans ce cas-là, je vais même me mettre moins de stress, je vais être moins dans l'échec. Et voilà, je prends l'histoire des kilos, mais on peut prendre sur n'importe quoi. Dans la vie, mettez-vous des objectifs qui soient cohérents. Hein. Voilà, donc voilà. Après, je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne trouvez plus son nom, vous dites, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue ce nom, mais j'y arrive pas. Et vous allez chercher, vous allez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis vous n'y arrivez pas, puis ça vous énerve et tout. Et puis au bout d'un moment, vous dites, allez, j'arrête, c'est pas la peine, je ne retrouve pas son nom. Donc, je lâche prise, hein, et vous allez vaquer à vos occupations. Vous allez voir, à mon avis, qu'il faut moins d'1 heure ou 2 heures pour que le nom vous revienne. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, que vous ne parlez plus de façon obsessionnelle et que le nom va vous revenir. Dans la vie, c'est ça. On vous dit de ne pas penser de façon obsessionnelle. Et on le fait souvent, on le fait quand on a un problème, quand on a quelque chose qui nous angoisse et tout, on est là, on ressasse le problème, on le prend sous tous les sens, on se dit mais c'est pas possible, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Essayez un moment de dire ok, mon problème il est là. J'essaye d'y réfléchir, je n'ai pas de solution. Donc je vais lâcher pour l'instant, je vais penser à autre chose.
Je vais peut-être me regarder une série de télé débile voilà, hein, où je vais écouter de la musique, où je vais lire. Lire, c'est quelque chose de merveilleux contre le lâcher-prise, hein. Donc voilà, et vous verrez que parfois, eh bien, la solution, elle nous vient plus facilement une fois qu'on a lâché prise, hein. Être de façon obsessionnelle dans la vie, c'est quelque chose qui n'est jamais très bon. Qui n'est jamais très bon. Euh, donc voilà. Alors, faire de la résistance, c'est ce qu'on appelle faire de la résistance. La résistance, c'est être dans le déni parfois. On ne veut pas voir les choses. On dénie, non, je ne veux pas. On veut ralentir les choses, hein. On veut ralentir. Nos enfants, ils grandissent à 14 ans. Ma fille, elle demande à sortir toute seule et tout. J'aimerais tellement qu'elle me le demande dans 3 ans. Mais est-ce que je peux ralentir? Non. Donc, voilà, c'est s'opposer, refuser aussi. Il y a des moments, voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais on est dans la résistance. Il y a des gens qui vivent en permanence dans cette résistance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, il ne faut pas dire non, qu'il ne faut pas se refuser, qu'il ne faut pas, mais qu'il faut pas s'opposer, qu'il faut pas, mais il ne faut pas en faire un style de vie. Il ne faut pas en faire un style de vie. Il ne faut pas être toujours là-dedans parce qu'on dépense des énergies négatives à profusion et on n'en a plus assez de positifs pour continuer. Voilà. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est de ressasser le passé et surtout ce qui a été difficile dans le passé. Parce que si vous vous repassez la fête de Tante Juliette où vous avez rigolé comme une folle, c'est pas un problème parce que vous êtes dans quelque chose de positif. Mais si vous vous ressassez des souvenirs pénibles, et hélas, au bout d'un moment, on a tous des souvenirs pénibles. Et vous allez voir, moi je dis toujours à mes stagiaires, quand je repasse, je ne sais pas pourquoi, au lieu de me repasser le dernier fou rire que j'ai pris avec les copines, et Dieu sait que j'en prends, je me repasse des choses difficiles et je me surprends parfois à pleurer parce que je suis en train de me repasser plein de choses, que je suis en train même de m'imaginer le pire. Et voilà, et c'est complètement débile. Je suis dans quelque chose de négatif complètement. Et ça, il faut pas. Là, quand ça arrive, maintenant, j'arrive. Je suis mon stage à moi et je me dis non, non. Ça, ok, tu l'as vécu, c'était pas bien. Pourquoi y repenser? Tu vas pas y changer. Donc, stop. Voilà. Donc ça évite aussi de... Je repars, quand j'ai fini mon repassage, je suis quand même mieux que quand je pleure, hein. Il faut aussi éviter de vouloir toujours se protéger en évitant de souffrir. Ça, si vous êtes des femmes, ou même des hommes d'ailleurs, il y en a beaucoup. Oh là là, j'ai eu des aventures amoureuses, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Maintenant, t'inquiète pas, je me protège, je n'en revivrai pas. Finalement, je regarde même plus puisque je me protège. Je parle du truc, enfin, je parle du côté amoureux, mais d'ailleurs, on va le développer beaucoup plus après. Mais voilà, on peut le faire aussi dans la vie. Parfois, on se protège. On veut se protéger en évitant, mais finalement, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Si on a envie de faire quelque chose, eh ben, allons-y, faisons-le, hein, et puis on verra bien ce qui se passe, hein. Moi, voilà. En tout cas, je dis ça, mais je vous dis pas que c'est facile non plus. Je vous dis pas que je le fais non plus, hein. En tout cas, le lâcher-prise, c'est un acte de confiance. Essayez de se faire confiance à soi et aux autres beaucoup plus, hein. On a beaucoup de peur. On a identifié beaucoup de peur quand on a fait ce stage sur le lâcher-prise, parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de sources de personnes qui avaient travaillé là-dessus. Et on a identifié donc les peurs à des manques de contrôle. Alors, on a souvent peur d'être dominé par les autres. Alors, dominé par les autres, ça peut être nos collègues de travail, mais ça peut être aussi, si on est dans une fratrie, des frères et sœurs. Ça peut être, et parents, pourquoi pas. Ça peut être des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais en tout cas, on a cette peur. Donc, voilà, on a identifié peur d'être dominé par les autres, peur de se tromper. Parfois, on ne veut pas faire quelque chose, on a tellement peur de se tromper. Mais on a le droit de se tromper, donc on peut essayer. Peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous. Ça, on le fait souvent avec des gens avec qui on a un lien affectif très fort. Une maman, un papa, souvent, ouais, les parents. Comment dire, on se dit, oh là là, je sais pas, j'ai raté mes études, ou je sors avec une fille qui est un peu bizarre, ou j'ai pas trouvé du travail, ou voilà. J'ai peur de ne pas correspondre à ce que mes parents attendent de moi, et je me mets dans un stress qui est encore plus grand et qui finalement me renvoie à des choses très négatives de moi. Vous n'en savez rien, à moins d'avoir des parents complètement, effectivement, récalcitrants, bornés, tout, souvent, ils vont vous accepter comme vous êtes, vous verrez, hein. Surtout s'ils sentent que vous êtes bien, que vous... Voilà. Donc, j'allais dire... La peur de ne pas correspondre, on n'en sait rien là aussi. Vous voyez, on est dans quelque chose, on n'en sait rien. Allons-y, tentons. Et puis, si vous êtes bien dans ce que vous faites, faites-le. La peur de manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de temps. On est toujours avec... Voilà, j'ai peur de tout, hein, voilà. Et puis alors, on veut contrôler. Alors, on veut contrôler... Bah, ce qu'on veut le plus contrôler, souvent, c'est ses enfants. Nos enfants. Et là aussi, je vous invite à venir au stage prochain. Nos enfants, on les a faits, effectivement, on les a créés.
Les mamans, elles vont dire, entre guillemets, on les a pondues, elles sont une partie de nous. Mais ils ont une âme qui est à eux, et cette âme-là ne sera peut-être pas forcément... c'est-à-dire que vos enfants, si vous aimez beaucoup la peinture, ils peuvent aimer beaucoup la peinture, mais pas forcément. Si vous avez fait des hautes études, ils vont peut-être faire des hautes études, mais pas forcément. Ce ne sera peut-être pas forcément leur goût. En tout cas, vous ne pouvez pas tout contrôler chez eux, et leur façon de penser, et leur façon d'être. Ça, il faut le savoir. On peut les aider, on peut les soutenir, on peut les influencer, mais on ne peut pas tout contrôler. Et surtout quand ils grandissent, vous verrez, plus ça va, plus c'est difficile. On ne peut pas contrôler son conjoint. Votre conjoint, vous l'avez pris, il a ses qualités, il a ses défauts, il a aussi, lui, son cheminement. Voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça, Dieu sait qu'on aimerait, mais on ne peut pas. On ne peut pas contrôler ses collègues. Vous allez arriver au boulot, il y en a un qui sera de mauvaise humeur, il y en a un qui aura vécu des choses, il y en a un qui va avoir envie de vous embêter. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres sur vous. Voilà. C'est-à-dire que vous... oui, voilà. Je le vois bien, moi, dans un cercle de copines, on aimerait que toutes les copines nous aiment, nous trouvent la plus belle, la plus intelligente et tout. C'est pas possible. Vous aurez toujours des remarques, vous en aurez toujours une qui vous trouvera plein de défauts. Et ben, vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Et vous ne pouvez pas contrôler tout le temps votre apparence non plus. Parce que si on est tout le temps dans le je veux être vraiment nickel, voilà. Contrôler son apparence en permanence demande beaucoup d'énergie. Alors après, vous êtes comme vous êtes. On vous accepte un jour où vous êtes bien apprêté, un jour où vous l'êtes moins. Voilà, essayez de ne pas toujours vouloir contrôler tout. Et puis, acceptez vos limites. Acceptez vos limites. On a tous des limites et elles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que... eh bien, il va y avoir par exemple des bêtes de travail, quelqu'un qui va être capable de travailler de 7 heures du matin à 10 heures du soir sans être forcément fatigué parce que c'est son énergie à lui, parce que c'est sa capacité à lui et tout. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup de sommeil, qui vont avoir besoin de se reposer. Vous avez des gens qui vont être capables d'être derrière un ordinateur toute une journée, d'autres pas. Il y en a qui vont être capables de travailler dehors toute une journée, d'autres pas. Il y en a qui vont être capables d'être très agiles avec leurs mains et d'autres pas. De toute façon, on a tous nos limites. Donc ne vous mettez pas des buts à atteindre qui soient au-delà de vos limites. Hein. On en revient à l'histoire du poids, mais aussi dans la vie de tous les jours, dire un jour, je voudrais devenir directeur de la boîte. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour être un très bon comptable, un très bon manuel. Enfin, si vous ne vous mettez pas des limites dans ce que vous voulez faire, vous allez être toujours dans la déception de vous-même. Et ça, c'est pas très bien. Voilà. Donc apprenez, ayez cette capacité aussi d'apprendre à faire avec ce que vous avez. Hein. Chacun de nous, même un SDF, a quelque chose de bien dans sa vie. Voilà. On a tous quelque chose de bien. Voilà. Alors, on peut avoir une petite maison alors qu'on a envie d'une grande maison, on peut avoir une petite voiture alors qu'on a envie d'une grande voiture, mais vous regardez-vous et faites le point aujourd'hui et dites-vous qu'est-ce que j'ai de bien et vous verrez que vous avez des belles choses. Hein, on a souvent une personne autour de nous ou des belles choses qui nous arrivent. Il y a toujours quelque chose de bien. Voilà. Alors aussi, pour le lâcher-prise, on dit qu'il faut arrêter de critiquer. Vous avez des gens qui sont dans la critique de tout et de tout le monde. Alors dites-vous bien, et ça c'est vrai, ça a été prouvé par des psychologues et tout, que lorsqu'on est dans la critique, en fait, on se critique soi-même. Parce que quand on critique, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre. Parce que sinon, vous ne critiqueriez pas. Quand je croise un inconnu dans la rue, il ne me dérange pas, je ne vais pas le critiquer. D'accord ? Par contre, je vais peut-être critiquer mon frère, ma soeur, ma mère, parce que quoi ? Parce qu'il y a quelque chose chez lui qui me dérange et qui me renvoie, en tout cas, à quelque chose qui, moi, me fait mal. Alors, quand vous critiquez, si vous êtes quelqu'un qui critique toujours quelqu'un, la même personne, ou les mêmes personnes, ou quelque chose, essayez de vous poser la question, pourquoi je critique ? Qu'est-ce qu'il y a que ça dérange en moi ? Et vous allez voir que si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez moins critiquer. Et du coup, là aussi, moins d'énergie négative. Parce que la critique n'apporte jamais rien de bon. Alors, quand je dis ça, attention, quand on vous demande de critiquer, d'apporter votre critique sur quelque chose, ça veut dire apporter votre avis. On peut être dans la critique, mais la critique constructive, pas toujours dire « t'es nul ». Ou alors ça c'est nul. Voilà, bon, une fois qu'on a dit ça c'est nul, ok. Maintenant, plutôt que de dire ça c'est nul, est-ce qu'on pourrait pas dire effectivement, il y a des choses à améliorer, moi je vous propose ça et ça. Ça c'est une critique constructive. Mais dire c'est nul, ou la personne est nulle, est débile, est moche, ça apporte pas grand-chose. Hein. Pour le lâcher-prise aussi, on nous conseille de terminer ce qu'on commence. Alors, c'est-à-dire terminer ce qu'on commence, moi je pense souvent quand je dis ça à par exemple...
les papiers chez nous. On est envahi de papiers, l'administration, les choses comme ça et tout. Et moi, je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, évidemment. Je les mets de côté. Ça arrive, je fais une pile. Et puis voilà. Puis un jour, je me dis, bah, faut que tu t'y mettes. Et bien, ce jour-là, quand je m'y mets, je passe le temps qu'il faut, je l'ai fait. Mon chéquier diminue. Mon compte en banque diminue, mais moi je me sens mieux parce que je suis plus sereine, j'ai fait ce que j'ai à faire. Alors je parle des papiers, mais je pourrais parler du rangement d'un garage, du rangement d'une armoire, du tri des vêtements. Je suis vraiment dans la maison là, mais il peut y avoir plein de choses, hein. Quand on commence quelque chose, il faut le finir et on sent mieux. Tout le monde a dû faire un jour le rangement d'une armoire et quand vous avez fini, vous avez l'impression d'un renouveau chez vous. Ça peut être le cas pour le ménage aussi, hein. Voilà. On dit vivre dans un lieu propre. Alors dans un lieu propre, ça ne veut pas dire que chez vous, il faut que vous fassiez le ménage tous les jours et qu'il n'y ait pas de poussière, c'est pas ça. Il faut que vous viviez dans un lieu qui vous correspond, qui correspond à vos critères, entre guillemets, de propreté à vous. Si vous êtes un grand maniaque, il va falloir quand même corriger ça parce que la maniaquerie est quelque chose qui bouffe beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, faites le ménage à fond. Si vous n'êtes pas trop maniaque, mais que quand même les vêtements sales au milieu de la salle à manger ou dans la chambre ou les choses comme ça vous dérangent, eh ben essayez de les ranger puis de vivre dans quelque chose qui vous convient seulement. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on veut dire par un lieu propre. C'est un lieu où vous vous sentez bien en harmonie. Et je vous répète encore, n'allez pas voir chez la voisine comment c'est rangé, c'est son rangement à elle, c'est son énergie. Votre copine, c'est son rangement, c'est son énergie. Vous, vous en avez une autre. Moi, vous pouvez voir derrière moi que c'est pas forcément nickel, qu'il y a plein de choses de partout, mais moi, ça me va bien. C'est mon énergie à moi. Voilà. Alors, accepter, enfin, le lâcher prise, accepter tout ça, quand je vous ai dit, je vous ai beaucoup dit accepter tout ça, c'est pas non plus se soumettre, se résigner ou être fataliste, mais il y a quand même des choses qu'on doit accepter. Parfois, on va revenir sur la maladie. Et ben oui, moi, ma fille a une grave maladie. Effectivement, comme je vous ai dit, j'aurais pu être dans la résistance et on l'est au départ. On dit qu'est-ce qui m'arrive, mais d'abord la première question c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Déjà après, j'ai compris que c'était pas à moi, que c'était à elle. Mais bon, ça c'est encore le second stage. On en reparlera. Maladie des enfants, décès des enfants, pourquoi ça nous arrive à nous, mais c'est à eux que ça arrive. Mais bon, la maladie, voilà, accepter les choses pour pouvoir mieux lutter contre. La maladie, on l'accepte, elle est là. Ok, elle est là. Ce que j'ai pu faire pour mériter tout, c'est pas les bonnes questions. Elle est là. Maintenant, comment je vais faire pour effectivement pour que ma fille aille mieux, pour que moi j'aille mieux si je suis malade? Comment je vais faire pour effectivement que mon quotidien soit mieux? Ça, c'est de l'énergie positive, d'accord? Mais refuser, pleurer, se taper la tête contre les murs ou culpabiliser, ça va pas vous aider. Alors ensuite, donc déjà la prise de conscience de tout ce que je vous ai dit, hein. La prise de conscience du fait qu'on ne peut pas contrôler tout, du fait qu'il faut un petit peu laisser faire les choses parfois, conscience que parfois on est dans l'absurdité, hein, quand on s'énerve comme une folle dans un bouchon parce qu'il y a le camion poubelle devant et que je ne peux pas avancer et que j'ai 5 minutes de retard, vous allez voir que si vous vous énervez pas et que vous dites bah voilà, je suis derrière le camion poubelle, je ne peux rien y faire, j'avance, je vais avoir 5 minutes de retard, oui, mais j'arriverai peut-être dans une meilleure énergie au bureau si je ne me suis pas énervée comme une folle, si je n'ai pas tapé sur mon volant, si j'ai pas fait monter cette angoisse et cette boule ici, parce que de toute façon, mon patron pourra bien me disputer, mon patron pourra bien m'enlever 5 minutes. De toute façon, je n'y peux rien, le camion poubelle est devant moi. Alors, à moins d'aller prendre le camion, de le pousser, je ne peux pas. Donc voilà, essayez d'éviter l'absurdité parfois qui nous met dans des choses, je suis sûre, et c'est impossible que personne d'entre vous n'en ait pas vécu, hein. Et puis enfin, je dois m'accepter comme je suis. Je dois prendre conscience que je ne pourrai jamais être la personne que j'ai rêvé d'être. À un moment donné, on s'imagine toutes. Alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être riche, ça peut être aimé du prince charmant, ça peut être super mince, super musclé, ça peut être super je ne sais quoi. Mais en tout cas, on est comme on est nous. On est comme on est nous et il faut réussir à s'accepter et dire comme je suis, ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'améliorer. Hein, si j'ai envie de perdre du poids, ben je vais essayer de perdre du poids, mais je vais essayer de le perdre raisonnablement avec mes possibilités à moi et tout. Si j'ai envie de gagner un peu plus d'argent, je vais essayer effectivement de trouver un meilleur travail ou de travailler plus et tout. Mais à l'heure actuelle, je suis comme ça et je fais avec ce que j'ai. Ça, c'est important de le faire. Alors ensuite, donc on dit que le lâcher prise, c'est faire des deuils. Alors faire deuil du passé, je vous en ai parlé, hein.
Le passé, on a tous un passé. Alors en fonction de notre âge, il est plus ou moins lourd, ou en fonction aussi de notre vécu, évidemment. Mais se dire que le passé, on ne peut pas le changer. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est là, c'est inscrit. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre karma, notre vie. Et on l'a fait. Donc acceptons ce qu'on a fait. Et maintenant, regardons devant. Hein. Faire le deuil du passé, c'est ça. Ça ne veut pas dire non plus ne pas en tirer de leçons et enlever toutes les personnes qu'on a du passé, pas du tout, mais il est là mon passé. J'avance avec ce que j'ai. Hein. Faire le deuil donc de l'image parfaite qui plaît à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure. Vous ne plairez jamais à tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si vous êtes la plus parfaite, entre guillemets, que vous êtes belle, riche, forte, intelligente, vous allez avoir des gens qui vont pas vous aimer à cause de ça, justement. Donc, de toute façon, vous pourrez pas. Faire aussi le deuil de la volonté que tout le monde soit bien autour de moi. Parfois, il y en a, ils disent, je peux pas être heureux parce que pour être heureux, il faut que tout le monde soit heureux autour de moi. Mais non, 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 non. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai remarqué, il y en a toujours un, 3 enfants, j'ai une famille, frère, enfin, pas frère, non, sœur. Mais il y a toujours quelqu'un dans mon entourage qui ne va pas être bien. Et si j'attends que tout le monde soit bien, bah, je ne serai jamais bien, moi, dans ma vie. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'être bien, moi. Mais par contre, pour la personne qui ne sera pas bien, bah, au moment où elle aura besoin de moi, je vais lui dire, bah, moi, je suis bien, j'ai plein d'énergie à t'envoyer. Voilà. Mais je ne suis pas mal à cause de toi et je ne me mets pas dans une situation où je suis mal ou quelque part je vais être dans une énergie négative, pleurer avec toi. Et puis, comme ça, je ne pourrai pas t'aider parce que je serai dans la même énergie que toi. Non. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit bien autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la compassion, qu'on n'est pas dans l'empathie. Mais en tout cas, essayons de mettre un petit voile qui finalement va vous aider à protéger cette personne. Hein. On ne peut pas faire changer les autres. Hein. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, il faut accepter le conjoint et tout. Les autres ont chacun leur chemin. Hein. On est toutes des âmes différentes et on a tout notre chemin. Donc vouloir faire changer les autres, parfois c'est difficile. Et puis la personne va peut-être changer, mais peut-être pas au moment où vous lui demandez. Hein, peut-être pas au moment de lui demander, mais au moment où elle aura décidé. Donc à partir de là, vous n'êtes pas très actif là-dedans. Et il vaut mieux l'accepter comme elle est et attendre qu'elle change. Hein. Donc je dirais que le lâcher-prise, ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas un abandon non plus, parce que dans tout ce que je vous dis, vous pourriez dire, mais il faut que je laisse les autres. Non, 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 non. C'est juste une autre façon de voir les situations qu'on vit, d'accepter les gens comme ils sont autour de nous, une autre façon de les voir et de les accepter. Voilà. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on dit que donner rend heureux. C'est-à-dire que quand vous donnez, je ne sais pas si à Noël par exemple, moi je sais que quand je fais mes cadeaux de Noël, ah là là, mais j'adore, 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 j'adore. Et je suis persuadée que je prends plus de plaisir à faire mes cadeaux qu'à recevoir les miens. Alors évidemment, ceux qui vont lire cette vidéo et qui m'en font vont pas être très contents, mais je suis persuadée qu'eux aussi. Parfois, quand on donne sans attente de retour, parce que si vous donnez en disant attends, je vais donner 10 euros, je veux qu'elle me les rende, enfin voilà, je fais un cadeau à 10 euros, il me faut 10 euros, vous allez avoir des frustrations, vous allez avoir des déceptions. Mais si vous donnez de votre bon cœur, si vraiment vous vous faites plaisir à donner quelque chose, vous verrez que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup d'énergie positive aussi et qui vous met dans du lâcher-prise. Voilà. Alors, pour le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà s'occuper un peu plus de soi-même. Posez-vous la question, messieurs, mesdames surtout, est-ce que aujourd'hui, là où je suis en train de regarder cette vidéo, j'ai pris 10 minutes pour moi dans la journée? Alors 10 minutes pour moi, ce n'est pas 10 minutes d'aller faire une balade avec les enfants, c'est 10 minutes de sortir le chien, c'est pas 10 minutes d'être allé je ne sais où, faire les courses et tout. Est-ce que j'ai pris 10 minutes pour moi, toute seule, qui m'ont fait vraiment plaisir? Souvent, on est incapable de répondre à cette question parce qu'on ne les prend pas, on ne sait pas les prendre. Et une autre question à vous poser, c'est que si j'étais libérée de toutes les contraintes, l'argent, le travail, la famille, tout ce qui quelque part fait que ma vie ne m'appartient pas vraiment, enfin elle ne m'appartient pas vraiment, elle m'appartient parce que c'est moi qui choisis, mais est-ce qu'à l'heure actuelle j'ai quelque chose que je voudrais faire? On me dit voilà, on te met hors de l'espace-temps, hors de l'espace argent, hors de l'espace travail, tu es toute seule sur la terre, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si vous arrivez à répondre à cette question, c'est que déjà vous êtes beaucoup dans le lâcher prise et c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est que quelque part vous ne savez même pas quelque part ce qui vous fait plaisir et essayez d'y réfléchir. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Alors après, j'allais dire, ça peut être regarder une série débile, mais vraiment débile, que tout
le monde va vous dire, oh là là, mais tu regardes ça, mais t'es folle. Je dis n'importe quoi, les feux de l'amour, machin, mais en tout cas, essayez de vous poser ces questions qui sont quand même essentielles et qu'on ne se pose jamais. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me fait plaisir et qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais pas de contraintes qui me feraient plaisir? Et si vous y arrivez à y répondre, c'est que vous avancez. Essayez aussi, essayez de vous mettre un petit carnet sur votre table de nuit. Et tous les jours, essayez de noter, et pas beaucoup, 5 mots, 6 mots, 7 mots, une chose dans la journée qui vous a fait plaisir. Vous mettez la date et vous dites aujourd'hui, voilà, même si vous avez une journée de merde, la voiture le matin, on part, la voiture est en panne, j'arrive en retard, je me fais engueuler, au boulot j'ai que des embrouilles, le soir je rentre, les gamins me ramènent des mauvaises notes, je m'engueule avec le mari et tout, ça n'empêche pas que vous vous couchiez et vous allez quand même trouver 5 minutes dans la journée qui ont été belles, qui vous ont fait sourire. C'est pas possible autrement. Peut-être qu'il y a eu un collègue qui vous a fait une blague, peut-être un inconnu croisé dans la rue un compliment, peut-être, je ne sais pas, peut-être vu votre meilleure émission, à la fin de l'émission que vous attendiez tant. En tout cas, il y a toujours quelque chose. Marquez-le sur un carnet, mettez la date, marquez-le. Et vous verrez que tous les jours, alors si vous loupez un jour, c'est pareil, c'est pas non plus... Mais quand vous relirez ça, quand vous avez le cafard un jour, quand vous n'êtes pas bien, relisez ça et vous allez voir comme vous allez sourire. C'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Alors, il faut aussi, pour lâcher prise, savoir dire non. Dire non, c'est quelque chose qui... Alors tout à l'heure, je vous disais, parfois on est dans la résistance et on dit non. Alors on dit non, 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 non. Mais finalement, parfois on ne sait pas dire non à une maman, on ne sait pas dire non à une amie, on ne sait pas dire non quand on nous demande de l'aide, une collègue de bureau, je suis débordée, surchargée et tout, et on m'en remet du boulot et je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire non. Et bien quand on apprend à dire non, dire voilà, là je ne te repousse pas, là ce n'est pas que je t'aime plus, mais je dis non, parce que je ne peux pas. Moi je suis arrivée à mes limites, on en retombe. Et voilà. Non plus savoir refuser une invitation. Parfois, il y a des invitations qui ne vous font pas plaisir. Si la belle-mère vous invite un dimanche, vous êtes fatigué ou vous avez une semaine super chargée et tout, et bien peut-être lui dire, écoutez, cette fois, votre invitation, sans vouloir vous vexer, je la refuse. Je la repousse. Je ne vous refuse pas tout, expliquez-lui, mais je la refuse. Elle le prend comme elle veut, mais vous, en tout cas, vous êtes dans quelque chose qui est en accord avec vous-même. Hein. Il y a des personnes qui savent très bien faire ça. Il y en a qui ne le savent pas du tout et qui se mettent toujours dans des situations difficiles par un manque de savoir dire non. Ça, savoir dire non, c'est aussi une étape vers le lâcher prise. Savoir aussi se rendre compte qu'on réfléchit trop. Alors, on réfléchit trop, il faut savoir qu'un être, en moyenne, a 60 000 pensées par heure. Ouais, vous avez bien entendu, 60 000 pensées par heure. Alors surtout, j'allais dire, le soir, quand vous vous couchez, essayez de vous mettre dans votre lit et regardez tout ce qui vous vient à la tête, mais vous seriez impressionné. Alors effectivement, pour essayer d'enlever toutes ces pensées qui vous viennent à la tête, qui vous pourrissent, qui vous envahissent et tout, si vous voulez, le cerveau, à un moment donné, il a besoin, pour être bien, d'avoir de place pour laisser rentrer des choses positives. Et c'est là où je vais en revenir à mon histoire de méditation. Alors la méditation, c'est pas... c'est ce qu'on voit à la télé, effectivement, parfois les gens assis en tailleur qui méditent et tout. Si vous faites ça, c'est très très bien, c'est génial. Enfin moi, je trouve que c'est très très bon. Mais par contre, la plupart d'entre nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on se dit, bah, je ne sais pas faire, moi je ne pratique pas le bouddhisme, je ne sais pas faire. Alors ce que je vous invite, c'est vous allez sur YouTube. Et je vais faire de la pub pour elle alors que j'ai aucune action, je la connais même pas, mais c'est une fille qui est très très bien. Elle s'appelle donc Dorine Virtue. Dorine Virtue, je vous mets le mot, je ne sais pas si vous le verrez. C'est quelqu'un qui a fait il y a des vidéos qui s'appellent Méditation guidée avec mes anges et mes archanges. Vous mettez le soir ça dans votre lit. Après, si vous n'êtes pas dans l'histoire des anges et des archanges, c'est pas grave. C'est pas grave. Mettez-la quand même parce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous relaxer. Alors après, si vous voulez pas celle-ci, moi je vous conseille celle-ci parce que moi, elle me fait du bien et que c'est vraiment là, très personnel ce que je vous dis, mais il y en a d'autres. Vous allez trouver méditation guidée et vous allez trouver pour mieux dormir, pour vider l'esprit, pour moins... Enfin bon, il y en a tout un tas. Et ça va vous apprendre à vous relaxer. Et quand vous écoutez cette voix, vous allez réussir effectivement à vider votre esprit. Laissez la vidéo, même si vous vous endormez, parce que ça rentre dans votre inconscient. Et vous allez vous coucher sans avoir ruminé tout ce que vous avez comme problème et tout. Et ça, c'est énorme. Vous allez voir que là aussi, je vous invite à venir au prochain stage. Votre âme pendant la nuit sera beaucoup mieux. Voilà. Il y a aussi, pour lâcher prise, la respiration.
toutes les mamans qui ont accouché, on vous a appris au cours d'accouchement sans douleur à respirer. Et vous allez voir que parfois, si vous êtes dans une assemblée, vous avez envie de pleurer, vous allez le faire, j'allais dire automatiquement. Je me retiens, je respire pour pas faire monter les larmes, d'accord? Donc quand vous avez une boule à l'estomac, quand vous avez une grosse peine, quand vous avez une grosse colère et tout, respirez. On dit que quand on inspire, on fait rentrer plein d'énergie positive et quand on expire, on fait ressortir les mauvaises. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, essayez d'y penser. Quand vous êtes un peu tendu, parfois on ne sait même pas pourquoi. Hein. Si on vous demandait pourquoi, là, t'es pas bien, je ne sais pas. Ben, je respire. Hein. On peut le faire dans sa voiture. On peut le faire dans les transports en commun. Bon, on ne fait pas... Parce qu'effectivement, le voisin va se dire, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on peut le faire discrètement. Même au bureau. Au bureau, vous êtes tendu et tout, ben, allez aux toilettes, ou faites-le. Si vous êtes toute seule dans le bureau, faites-le. Mais essayez de faire ça, mais ne serait-ce que 30 secondes, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Voilà. Aussi, bah alors après, on peut penser à une scène relaxante, hein, quelque chose qui vous a plu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se rappeler des bons souvenirs, s'imaginer dans un endroit qu'on aime bien, prendre un bain quand on est à la maison, évidemment. Et puis voilà, puis après, on rentre dans des méthodes, le yoga, le watsu, enfin plein de techniques comme ça qui nous apprennent. Mais tout le monde ne les pratique pas, donc ce que je vous ai donné en amont est peut-être mieux. Donc aussi ralentir, ralentissez, on l'a toutes vécu, on a des enfants, si on regarde bien, le mot qu'on prononce le plus le matin, c'est vite. Déjeune vite, lève-toi vite, habille-toi vite, lave-toi vite, prépare-toi vite, prends vite ton cartable et tout. Essayez d'enlever de votre vocabulaire le mot vite, d'accord? Et vous verrez qu'on vit mieux. Parce que vite, c'est du stress inutile. Voilà. Alors, facile à dire, hein, je vous entends bien. Pas facile à faire, je sais. Mais ralentir, c'est en tout cas super important. Essayez, on va le voir tout à l'heure sur les personnes toxiques, mais essayez, sans parler de personnes toxiques, de vous entourer de personnes à l'énergie positive et qui sourient. Alors souris, ça ne veut pas dire je souris bêtement toute la journée, mais je peux sourire avec le cœur. Je peux être en tout cas quelqu'un d'agréable qui ne dit pas du mal de tout le monde toute la journée et tout. Et voilà, ça c'est important. Ne vous laissez pas torturer par les peurs. On est dans une époque, effectivement, avec les attentats. On a peur. Alors, il y a les attentats, mais on a peur de tout. On a peur de laisser partir nos enfants, on a peur d'une agression, on a peur d'un cambriolage, on a peur d'un accident, on a peur de tout. Et on est dans une société où les médias nous mettent dans cet état de peur. Hein. On l'a vu pour les attentats, ceux qui ont BFM TV, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Quand il y a eu les attentats au mois de novembre, on a laissé BFM TV en boucle et on s'aperçoit le soir qu'on est complètement noué, complètement stressé, complètement... alors ces attentats, ils ont eu lieu, oui, c'est grave, oui, on peut compatir, oui. Laisser la télé en boucle avec les images horribles, ça va pas nous aider et on ne va pas aider les victimes et nous on va être mal et on dégage, j'allais dire même au niveau planétaire, plein d'énergie négative et c'est pas forcément bon. Donc voilà, essayez en tout cas d'éviter et d'être toujours dans la peur de quelque chose. Faites-vous confiance, faites confiance. Vous avez des ados, moi ma fille elle n'a pas 14 ans, elle a une copine qui a 17 ans, elle part au cinéma avec elle et tout, elle prend le bus. Ouais, j'ai peur, mais je me dis, il y a deux solutions. C'est où je la cloître dans sa chambre et je lui empêche de voir ses copines, et là, je serai plus dans la peur, mais elle peut effectivement se casser une jambe dans sa chambre. Ou alors, je lui fais confiance, et à ce moment-là, je lui fais confiance. Mais je reste pas, pendant qu'elle est partie avec la copine, dans un état de peur permanent, à ruminer et tout. Je suis obligée de faire confiance. Faisons confiance. Donc, ne nous laissons pas torturer par nos peurs. Donc, on a vu toutes les craintes. Crainte de l'inconnu aussi. La crainte de l'inconnu, eh ben oui, crainte de l'inconnu, on ne sait pas où on va. Hein. On quitte un conjoint, on va être toute seule. On sait qu'est-ce qu'on va savoir faire toute seule. Je quitte un travail, je vais vers quelque chose que je ne connais pas. Je prends une nouvelle mission, je vais vers quelque chose que je ne connais pas. Déménagement. On est souvent dans la peur de l'inconnu et ça nous bloque. Alors, c'est aussi le stress. Eh ben, on fait des suppositions sur des choses qu'on ne sait pas. Je change de travail, je suis torturée, comment ça va se passer, j'y arrive pas et tout, peut-être que la première journée va être difficile et tout, on ne sait pas. Alors allez-y confiante là aussi, hein, et vous verrez que peut-être ça se passera bien, peut-être que ça ne sera pas du tout comme vous avez supposé, peut-être que vous avez imaginé le pire et que ça ne sera pas le pire, voilà. Et puis dans tout ça quand même, il faut savoir, bah, vous allez me dire, bah oui, mais ce que tu nous dis...
la vie, elle a l'air toujours super belle et tout, mais non. La vie, effectivement, elle va vous apporter des épreuves, ou pas, mais enfin, elle peut vous apporter des épreuves. Vous aviez peut-être raison d'avoir peur de certaines choses, et puis il nous arrive des épreuves, il nous arrive quelque chose qu'on pensait impensable et qui nous tombe dessus. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un décès, la maladie, ça peut être des choses très graves, hein, financièrement et tout. Eh bien, sachez qu'au fond de nous, on a tous des ressources insoupçonnables. À l'heure actuelle, si je vous disais, tiens, peut-être qu'il va t'arriver ça et ça dans ta vie, vous me direz, ça, je ne pourrais pas. Pas la peine, ne m'en parle pas, je ne peux pas, je ne pourrai jamais le supporter. Vous verrez que si vous arrive des choses difficiles dans la vie, vous allez trouver au fond de vous des forces insoupçonnables, insoupçonnables. Et ça, je parle en connaissance de cause, évidemment, parce que j'ai vécu des choses, si on me les avait prédit à l'avance, je vous aurais dit, mais j'en suis incapable de vivre ça. Je les ai vécues, je les ai passées, j'en suis fière, j'en suis devenue plus forte, j'en ai tiré plein de leçons, j'en ai tiré plein de positifs. À l'heure actuelle, je ne veux pas dire que c'était que du positif, mais c'était beaucoup de positif. Et je vous dis, faites-vous confiance. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, vous verrez, il vous arrive des belles choses, malgré des mauvaises choses. Et vous avez une force insoupçonnée en vous. Donc voilà, donc adopter une attitude positive. Adopter une attitude positive, être positif dans la vie, pas être toujours dans le je suis pas bien et tout, c'est quelque chose qui rend heureux et qui rend heureux aussi votre entourage. Pensez à ceux qui sont tous les jours avec vous. Hein. Pour le lâcher prise, dansez. Et si vous n'aimez pas danser, bah, riez plus, lisez plus, chantez plus, faites un peu de sport, mais pas du sport non plus à vous torturer parce que vous avez envie d'avoir les super abdos du monde et chaque fois que vous sortez, vous êtes courbaturé pendant 8 jours. Ouais, c'est bien, mais c'est pas forcément le mieux. Et puis, oui, quand je vous disais lisez plus. Lisez plus. Il faut savoir que quand on lit, c'est le seul moment, beaucoup plus que quand on regarde la télé ou qu'on écoute de la musique, où notre cerveau est absorbé complètement par l'histoire et qu'à ce moment-là, on lâche prise et notre cerveau s'arrête de penser et se concentre. Il faut le savoir. Je voulais vous dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Ah oui, je voulais dire aussi, mais je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, évitez tout ce qui est, alors je vous ai dit la télé négative aussi, mais je vais vous parler de Facebook parce que finalement beaucoup d'entre vous sont sur Facebook. On voit des trucs horribles sur Facebook. On voit des vidéos d'animaux torturés, on voit des gens qui se font massacrer, on voit des personnes, des femmes battues et tout. À quoi ça sert de véhiculer ces images? Alors on va vous dire, bah si, c'est pour savoir que ça existe, c'est pour... Moi personnellement, je suis pas pour. Je suis pas pour dans le sens où on sait que ça existe, des gens luttent, mais véhiculer ça sur Facebook, ou en tout cas nous aller regarder ces vidéos et puis après être mal, ça sert pas à grand chose parce que oui, à moins qu'il y ait une prise de conscience de quelque chose que tout le monde ignore, mais ouais, je suis pas sûre que ces vidéos soient faites pour ça. En tout cas, essayez de vous éviter des images horribles hein, que vous allez chercher vous-même, ou alors essayez d'aller voir tous les forums sur les maladies, parce que le jour où vous allez avoir mal, je dis n'importe quoi, vous allez avoir un gros abcès ici, vous allez chercher abcès sur l'épaule, vous allez trouver des choses horribles, il y aura toujours un qui va vous dire mais moi j'ai eu un cancer, mon père a eu un cancer, il est mort en 3 jours, enfin des trucs débiles, enfin ce que je vous dis c'est nul, mais en tout cas voilà, n'allez pas toujours chercher le pire, hein. Sur internet on trouve le bien, mais on trouve aussi le pire. Alors évitez, restez, faites confiance à votre médecin si vous avez quelque chose, faites-vous confiance et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Alors, les personnes toxiques, je vous ai dit entourez-vous bien. Comment reconnaît-on une personne toxique? Alors, la première chose, c'est que vous vous sentez mal avec elle. Si vous avez des personnes autour de vous, dès que vous êtes avec elle dans une pièce, vous sentez mal, opprimé et tout, sauf si c'est votre collègue de bureau ou votre patron, essayez de les éviter au maximum. Ça ne sert à rien de rester avec des personnes comme ça. Les personnes qui tiennent des propos blessants sur les autres. Alors, ils vous disent, ah oui, mais je te le dis à toi parce que toi, je t'aime bien, mais l'autre, Dites-vous bien que dès que vous êtes parti, elles disent la même chose sur vous. J'ai jamais vu personne qui épargne personne. Des personnes qui cherchent toujours à être au-dessus des autres, à se mettre en avant et tout, c'est souvent aussi des personnes pas très intéressantes, ou en tout cas qui peuvent comment dire, vous mettre en difficulté. Alors attention quand même, je vais continuer, mais
Ça ne veut pas dire que si vous connaissez une personne qui a ces traits de caractère autour de vous, je vous en supplie, n'allez pas lui mettre une baffe ou la tuer en sortant de cette vidéo. Attention, on a tous des défauts. Voilà. Et puis une personne qui est toxique pour vous ne peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre parce que vous, si par exemple la personne qui se met en avant et tout vous met en difficulté, elle peut ne pas en mettre une autre. Donc quand je dis personne toxique, c'est une personne qui peut être toxique pour vous, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de très mauvais pour tout le monde. Et voilà, il faut relativiser, hein, donc, quand je parle de tout ça. Donc je vous disais, les personnes, en tout cas, si vous vous sentez mal avec, c'est qu'elle ne vous apporte pas que du bien. Là, oui, essayez de la fuir. Si elle tient des propos blessants, là aussi, je doute qu'elle n'en tienne pas avec d'autres. Hein. Mais après, bon, ce que je dis d'autre... le reste, ça peut être spécialement avec vous et pas avec les autres. Hein. Il y en a qui, par exemple, si elles aiment ridiculariser les plus faibles et tout, mais ça, j'ai même pas besoin de vous le dire. Quelqu'un qui se moque en permanence, j'allais dire des handicapés, des malades et tout, bah, c'est pas forcément intéressant. D'ailleurs, il faut plus être dans la compassion qu'autre chose. Hein. Les personnes qui sont incapables de vous écouter et qui n'écoutent qu'elles, c'est-à-dire que vous avez des personnes, vous allez prendre le téléphone, elles vont vous raconter pendant 3/4 d'heure leur vie, vous parlez d'elles, et puis elles vous ont même pas demandé comment vous allez, pardon. Donc pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne? Pas grand-chose. Hein. Donc les personnes toxiques, en général, sont des gens qui sont défaitistes, ou mélancoliques, ou envieux, ou égoïstes, ou pessimistes, ou autoritaires, ou cyniques, ou cancaniers, ou catastrophiques. Souvent, attention, si vous les trouvez comme ça, et si ça vous met en difficulté, voilà. Les manipulateurs, bien sûr. Alors les manipulateurs, c'est le terme à la mode. Hein. On dit, oh là là, mais moi j'étais avec un pervers narcissique, j'étais avec un manipulateur, j'étais avec ceci, avec cela. Alors oui, ça existe, les manipulateurs, les pervers narcissiques existent, mais ils n'existent que si vous leur laissez la place d'exercer quelque part. Donc faites attention aussi, on n'est jamais, comment dire, on peut être victime, évidemment. Il y a des moments où on est complètement victime et qu'on ne peut rien faire. Mais dire j'ai passé 25 ans avec un pervers narcissique, oui, je peux l'entendre. Hein. Mais parce qu'à un moment donné, ça devait vous correspondre aussi. Donc voilà. Il faut savoir un petit peu tout analyser. Et faites attention aux personnes qui ne savent pas garder des secrets aussi, hein, ou qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est des personnes qui sont difficiles à vivre pour vous. Hein. Bon, vous le savez, après peut-être ne pas leur dire, peut-être des personnes super sympas, mais ne leur dites pas des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient divulguées. Hein. Alors après, on vous dit comment lutter contre les personnes toxiques. Et bien évidemment, gardez vos distances dans la mesure où vous pouvez. Essayez de ne pas porter leur négativité, c'est-à-dire que si la copine commence à se moquer de tout le monde dans le bureau, vous n'êtes pas obligé de participer non plus. Hein. Ne les laissez pas envahir vos pensées, c'est-à-dire que c'est pareil, là si on vous dit tu te rends compte, les gens ils ont dit ceci, cela de toi, attendez de savoir ce que les gens ont vraiment dit, peut-être que c'est pas forcément ce qu'elles vous véhiculent, elles. Enfin, en tout cas, voilà, essayez que ces personnes n'envahissent pas votre vie et ne vous envoient pas leur négativité, sachez mettre un petit peu un paravent. Hein. Voilà, donc je vais quand même passer à un point que tout le monde aime bien dans le stage, c'est le lâcher-prise amoureux ou amical. Alors pourquoi je dis amoureux ou amical? C'est parce qu'on vit une période un petit peu révolutionnaire actuellement. Avant, les choses étaient claires. J'avais mes amis, mon amoureux, c'était clair, on avait l'amitié, l'amour. On vit une période où les relations amoureuses deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. On voit bien les chiffres des divorces, on voit bien les chiffres des femmes seules, on voit bien la montée en puissance des sites de rencontres, on voit bien quand on a un peu des amis autour de soi et qu'on discute, les relations durent rarement très longtemps parce qu'on a beaucoup de mal. Hein, on a beaucoup de mal et que finalement, où est la limite amitié, amoureuse, on ne sait pas. Combien il y en a qui me disent, moi j'ai un ami, bon on couche de temps en temps ensemble, on a des relations, mais je l'aime pas, mais c'est mon ami quand même. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous parler, c'est quand même aussi bien sur le plan amical qu'amoureux. Alors déjà, le pire des comportements qu'on puisse avoir dans une relation amoureuse, les 2 pires phrases que l'on puisse dire ou entendre, qui vont mettre ou l'autre en situation de difficulté ou vous, c'est « je ne peux pas vivre sans toi » ou « si tu m'abandonnes, j'en mourrai ». Alors, si vous êtes dans une relation où l'un des deux dit ça, attention, au début, quand on se rend compte, c'est tout beau, tout mignon. Oh là là, mais je ne pourrais pas vivre sans toi, c'est pas possible, ou si tu m'abandonnes, j'en mourrai. Quand vous êtes dans les 3 premiers mois, 6 premiers mois, les 9 premiers mois, c'est super mignon ça. Mais après, dites-vous bien,
que vous portez un poids sur vos épaules, c'est-à-dire, oh, là, sans moi, je suis en fait son univers, quoi, ou il est mon univers. Non, 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 non. L'autre ne doit pas être votre univers. Vous devez pouvoir vivre sans lui, parce que vous ne rencontrerez une relation amoureuse que le jour où vous serez bien, que vous vivrez bien toute seule. Il faut que l'autre soit la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, on n'en a pas forcément besoin pour manger le gâteau. Donc, il faut... Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous vous mettez dans quelque chose où vous allez avoir une grande désillusion, hein. Donc c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective. Alors attention, évidemment, au début d'une relation, on va y être un petit peu parce qu'on est tellement content de l'avoir rencontré, il correspond tellement à mon prince charmant que j'attendais. C'est tellement beau tout ce qu'il me dit, je l'attendais tellement, ça me fait tellement du bien et tout. Je m'y mets, mais ça m'empêche pas dans ma petite tête là derrière de dire attention, attention. Hein, je sais que j'ai ma vie quand même à côté. Alors là aussi, on va être dans quelque chose où je vais vous dire, n'arrêtez pas de vivre. Si vous rencontrez quelqu'un, ne coupez pas avec vos amis, n'arrêtez pas de mener votre vie. Alors vous allez l'aménager, votre vie, parce que si effectivement vous passiez tous vos week-ends avec votre meilleur ami ou à jouer au tarot, bah oui, je préfère être avec mon amoureux et je vais peut-être arrêter ça, mais peut-être n'arrêtez pas tout, gardez les contacts, peut-être l'emmener avec vous, mais en tout cas, ne cessez pas de vivre à cause de cette personne. Ne cessez pas votre vie comme elle était. Ne coupez pas tout d'un coup. Continuez à être ce que vous étiez. Hein. Alors, à moins que vous viviez dans une grotte au fond, je ne sais quoi, et puis que vous l'attendiez. Et encore, si vous viviez dans une grotte, c'est que vous aviez besoin d'être seul. Donc, voilà. En tout cas, ne pas tout détruire sa vie pour l'autre, c'est super. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au début, mais qui va vous faire beaucoup de mal après. Hein. Ne perdez pas vos valeurs. Nous avons tous des valeurs. Ces valeurs, elles sont construites sur quoi? Elles sont construites sur nous déjà, sur ce qu'on est nous. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque être humain a une âme et chaque être humain a ses valeurs. Alors on a des valeurs dues à l'éducation, évidemment. Nos parents nous ont inculqué des valeurs, ça on peut pas le nier. Et de toute façon, elles sont ancrées en nous. On peut les changer, oui, mais bon, enfin on les a en nous en tout cas, et si on les applique, ou si on applique la contre-valeur, parce qu'on est vraiment contre, après, ça, il y a effectivement des gens qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont eu, mais en tout cas, vous avez les vôtres qui ont été faites par votre vécu, par vos émotions, par votre éducation. Et ben, quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous dites pas, oh là là, mais lui, oh là là, il est tellement bien que moi, mes valeurs, elles sont nulles et que je vais les laisser de côté, que les siennes sont nettement mieux. Non, 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 non. Vos valeurs sont ce qui font ce que vous êtes. Et s'il vous a choisi, il vous a choisi vous, mais il vous a choisi vos valeurs aussi. Donc peut-être que cet homme-là ou cette femme-là, au début, elle va être contente que vous alliez vers elle et acceptiez ses valeurs, mais au bout d'un moment, ça ne va pas du tout l'intéresser. Elle va dire, mais c'est qui? Lui, il n'a pas de personnalité. Donc gardez bien vos valeurs. Hein, soyez en accord avec vos valeurs. Verbalisez toujours vos idées et vos critères. Alors, souvent, qu'est-ce qui fait du mal dans un couple? C'est le manque de communication, parce que, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être vrai en politique. Vous avez des idées politiques, je dis n'importe quoi, hein, vous êtes écolo, et puis l'autre, vous le rencontrez, et puis alors il a une prestance, vous l'aimez, il est grand, il a un haut poste, donc forcément, il a la science infuse, et lui, les écolos, c'est de la merde. Donc, moi, je vais pas lui dire que, quelque part, j'ai des idées écolo. Bah si, bah si. Lui dire, tu sais ce que tu penses, je le respecte, je le conçois, mais moi, avant de te rencontrer, je pensais ça, et on peut en discuter. Après, peut-être que lui va évoluer vers vous, ou vous vers lui, mais gardez vos idées. Alors, je parle politique parce que c'est ce qui m'est venu, mais sur plein de sujets, hein, éducation des enfants, argent, je ne sais pas, il y a des milliers de sujets dans un couple qui font qu'on est obligé d'en parler et de confronter nos valeurs, mais pas forcément d'accepter celles des autres. Par contre, d'en créer une ensemble qui va faire que quand on rencontre quelqu'un, après, effectivement, si on crée une famille, on se met en couple, on crée une famille, on a des enfants, on est obligé de créer des valeurs communes qui vont être d'ailleurs celles que vont recevoir vos enfants. Donc là, oui, le couple, en fait, c'est un mélange, ne se fait qu'avec le temps. Moi, j'allais dire, un couple de 6 mois n'est pas un couple d'un an, il commence à l'être un petit peu. Et puis, on peut parler de vrais couples et de valeurs communes au bout de beaucoup d'années, beaucoup de temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Alors évidemment, si vous rencontrez quelqu'un à 20 ans, ça va aller plus vite. Mais si on fait une rencontre à 40 ou 50 ans, il faudra quand même du temps pour avoir des valeurs communes. Il ne faut pas vous leurrer. Votre vécu, vous l'aurez. Vous aurez beau aimer la personne à outrance, vous ne pourrez pas absorber tout ce qu'elle est, elle, et elle absorber tout ce que vous êtes. Mais ça va être super beau parce que vous allez créer quelque chose ensemble. Vous allez mettre du temps et c'est le temps qui fera le bonheur de votre couple.
Alors pour les célibataires, on dit que les célibataires, si vous cherchez l'âme sœur, le prince charmant, euh, bah, vous n'allez pas m'aimer, mais il n'existe pas le prince charmant. C'est-à-dire qu'on se met des critères. On dit voilà, moi je veux qu'il soit grand, je veux qu'il aime les films d'amour, je veux qu'il aime la campagne, je veux qu'il mange bio, je veux qu'il soit gentil, je veux ceci, je veux cela et tout. Et puis finalement, bah, quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui pêche, hein. Alors dites-vous bien que le prince charmant n'existe pas. Le prince charmant, c'est celui avec qui vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir exister et être ce que vous êtes vous-même. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand vous allez aller le voir, vous allez vous faire belle, vous allez faire des efforts, c'est sûr. Mais quand vous serez avec lui, vous allez pouvoir être ce que vous êtes, c'est-à-dire exprimer vos pensées et pas dire, oh là là, attention, là, faut pas que je dise ça, faut pas que je fasse ça, il faut que je me comporte comme il faut et tout. Non, soyez naturel. Si vous arrivez à être naturel, à penser naturel, à parler naturel, à exprimer ce que vous êtes et l'entendre lui aussi, être à l'écoute et être écouté, là, vous avez gagné, c'est votre prince charmant, d'accord? Et peut-être que je pense à une certaine copine, elle se reconnaîtra peut-être. Peut-être qu'il est plus petit que ce que j'espérais, ou plus gros, ou plus ceci, ou plus cela. Mais en tout cas, c'est peut-être le prince charmant, effectivement. L'idéal n'existe pas. Sachez de toute façon qu'au début d'une relation, on idéalise toujours la personne et c'est normal. C'est normal puisqu'on est dans l'amour complet au début et qu'on voit que les bons côtés. Mais attention, attention. En fait, quand on rencontre quelqu'un, on fait un soufflet, un soufflet, un soufflet, un soufflet, un soufflet, et ça retombe derrière. Alors ça retombe. Mais si pendant le soufflet on s'est dit quand même, celui que je connais, il était à ce niveau-là, et là je suis en train de monter en puissance parce que j'ai envie, puis que ça me fait du bien et tout, mais je sais qu'après j'aurai ça, ça va mieux. La déception, elle est moins grande. Mais si vous l'idéalisez, que vous dites, mais c'est pas possible, je connaissais pas quelqu'un comme ça, il a toutes les qualités de la terre, aucun défaut et tout. Non, soyez réaliste, il a des défauts, vous allez les connaître, attendez-vous à les connaître et vous tomberez moins haut et peut-être que ça évitera une rupture derrière. Voilà, donc effectivement, le lâcher-prise amoureux, ben, si déjà on aborde comme ça la relation, on tombe de moins haut et on se met dans des moins gros chagrins, on se met dans des moins gros déceptions et on se met surtout moins en position d'échec chaque fois qu'il y a effectivement une rupture ou un échec, hein. Attention aussi au pouvoir des mots. Alors ça, je vous le dis maintenant, j'aurais dû vous le dire avant, mais ça marche aussi beaucoup dans les relations amoureuses. Sur un coup de déception, sur un coup de colère, on va prononcer des mots et après on dit ah excuse-moi, je les pensais pas, mais vous les avez dit. Donc une fois qu'un mot est prononcé, on dit qu'on ne peut pas le rattraper. Donc ça, ce que je vous dis, c'est vrai qu'à 20 ans, 30 ans, on a du mal. 40 ans, on commence un petit peu plus. Faites attention aux mots que vous prononcez qui peuvent être quelque chose de blessant. Vous pouvez en plus dire des mots qui vont toucher au bon endroit la personne. Et vous aurez beau vous excuser, elle aura beau vous dire ok, je te pardonne, le mot aura été lâché, aura fait son chemin, hein. Pour les mots, donc je vais aussi revenir sur le fait que certains mots, comme je vous disais tout à l'heure, le mot vite, on l'évite, le mot vite, on ne le dit plus. Mais surtout, évitez, quand vous parlez, par exemple, ne parlez jamais en négatif de vous. Il y a des gens, oh là là, ils sont en train de faire ça, j'y arrive pas, je suis nulle. Bah non, bah non, bah non, bah non. Vous dites je suis nulle, alors vous dites évidemment, je ne le pense pas que je suis nulle. Et puis ma fille qui est en face ou ma collègue, elle sait elle sait très bien que je plaisante. Mais n'empêche, vous l'avez dit le mot nul. Et vos collègues, ils entendent le mot nul. Il vaut mieux dire ah, là, j'ai de la difficulté à faire ce que je fais, ou j'ai fait une bêtise, ou voilà. Mais arrêtez de vous dénigrer vous-même, parce que souvent, vous êtes les propres auteurs de votre, du fait qu'on vous voit d'un angle négatif, hein. Après, c'est pareil, pour vos enfants, ne les mettez pas, t'es complètement stupide, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine, t'es feignant, t'es ceci, t'es cela. Non, ils l'entendent, même si quelque part vous dites, ils savent très bien que je les aime et que je le pense pas, ou voilà. Mais ça n'empêche pas qu'ils l'entendent. Ils l'entendent et ça les met en difficulté et ça les met quelque chose après qu'ils auront besoin de travailler. Et peut-être, moins on leur en envoie, mieux ça vaut. Alors je parle de vos enfants, mais ça peut être effectivement d'autres personnes, collègues, famille, proches et tout. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est dans du chagrin, quand on est dans de la colère, quand on est dans de l'angoisse, on a besoin de dire des choses. Mais moins on en dit par la parole, mieux ça vaut. Enfin, en tout cas, des choses négatives, hein. Voilà. Alors aussi, donc une méthode un peu plus concrète, c'est éviter de s'agacer face à des comportements. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous vous agacez pour des bêtises. Vous avez la fille qui va, je dis n'importe quoi, 18 fois par jour à la machine à café, en tordant le derrière, elle vous agace. Pourquoi elle vous agace ? Qu'est-ce qu'elle fait de mal, cette fille, finalement? Rien. Pourquoi elle m'agace? Je me pose la question.
Hein. Est-ce que c'est parce qu'elle a une mini-jupe et que moi, ben, j'ai des bourrelets partout, je ne me mets pas en mini-jupe? Est-ce que parce que moi, ben, j'ai pas de bourrelets mais je n'oserais pas? Est-ce que parce que quelque part, j'ai l'impression qu'elle attire plus l'attention que moi? Est-ce que ça vaut le coup de vous agacer? Peut-être pas. Posez-vous la question. Hein, il y a des choses parfois où on s'agace. Vous allez voir, c'est vraiment l'histoire de... D'ailleurs, on le dit, ça m'agace, ça m'énerve. Mais pourquoi ça vous énerve? Essayez de vous poser la question et de moins vous agacer. Et puis voilà, puis quand vous avez des personnes qui vous contrarient tout le temps, qui sont, comme on disait tout à l'heure, nocives et tout, et ben essayez d'avoir de la compassion pour elles. Alors ça, je sais que mes stagiaires, ils me disent, mais moi je peux pas, j'ai trop de mal et tout. Mais quelqu'un qui est tout le temps en train de, de dénigrer et tout, bah dites-vous qu'il est certainement en difficulté, il est en difficulté dans sa vie. Quelqu'un qui va tout critiquer, quelqu'un qui va être toujours dans du négatif. Essayez de vous dire, bah, plutôt que de le rejeter tout, je vais me dire, bah, s'il est comme ça, c'est qu'il est en grande difficulté. Et finalement, j'ai de la compassion pour lui. Alors, ça veut avoir de la compassion, ça ne veut pas dire non plus le prendre sous son aile, le prendre chez soi et l'appeler tous les jours et devenir son meilleur pote. Non, mais en tout cas, le regarder avec compassion et parfois ça aide en tout cas à comprendre les gens. Alors le bonheur, attention. Le bonheur, on cherche le bonheur. On est dans une société où on nous parle de bonheur. Oh là là, il faut que je sois heureux et tout. Sachez que des moments, à force de vouloir être heureux, ben, on en est malheureux. À force d'être heureux, on en est malheureux. Parce qu'on veut tellement le bonheur qu'on ne sait même pas par où le prendre et que finalement, voilà, je vais tout faire pour être heureux et puis comme je suis jamais heureux, ben, finalement je suis malheureux. Donc bon. Le bonheur, il faut savoir quand même que c'est 50% de génétique. Quand je dis 50% de génétique, c'est-à-dire que à la base, quand vous naissez déjà, vous avez 50% d'être quelqu'un qui va être plutôt du côté je suis tout le temps heureux plutôt que du côté je suis tout le temps malheureux. Ça, c'est votre génétique. Ensuite, vous avez 40% de ce que vous allez faire de votre vie, parce qu'on est acteur de sa vie malgré tout ce qu'on pense, comme je vous disais, où on peut effectivement aller avec tous ceux qui vous disent la vie est nulle et noire et je rumine toutes mes idées noires et je me mets là-dedans et je ne vois que des gens négatifs, ou alors je peux prendre la vie du bon côté, essayer de dire il m'arrive des choses, effectivement c'est pas drôle mais je vais en tirer du positif. Chaque jour, comme je vous le disais, je me lève et je me dis que je reste positif, chaque soir je fais le bilan et je me dis il m'est arrivé quelque chose de bien. Ça, c'est 40% du bonheur. Et puis, on a les 10%, ces fameux 10% qu'on ne contrôle pas parfois, ou qu'on peut quand même contrôler, qui sont votre environnement. Environnement de personnes. Hein. Au bureau, on ne peut pas forcément contrôler. Les amis, on peut contrôler. La famille, pas toujours. Voilà, mais votre conjoint, vous pouvez le contrôler quand même. Hein. Si vous avez un conjoint toxique et tout, comme je vous disais, moi, quand on me dit j'ai passé 20 ans avec un pervers narcissique, oui, alors à moins que vous ayez eu des problèmes d'argent énormes, à moins que peut-être que vous n'avez pas passé 20 ans avec un pervers narcissique. Et si vous les avez passés, bah, c'est bien dommage, parce que peut-être que vous étiez acteur de ça. Hein. Voilà. Alors en fait, la méthode, je vais arrêter là-dessus, la vraie méthode pour le lâcher-prise, quand on a quelque chose qui monte, une angoisse, une émotion forte, un chagrin, une envie de pleurer, une situation donnée, c'est de se poser 4 questions. Alors je prends toujours l'exemple, alors ceux qui n'ont pas d'enfants vont dire elle me gonfle avec les enfants, mais ça peut se rapporter à... Voilà, je prends l'exemple de quelqu'un qui va critiquer mes enfants. Mais là, vous pouvez remplacer mes enfants par ma maman, ma soeur, ma meilleure amie, d'accord? Vous avez un ami qui arrive et qui critique vos enfants, votre maman, votre meilleure amie et tout. Et à ce moment-là, évidemment, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et vous avez une émotion qui monte, vous êtes ou dans la peine, ou dans la colère, ou l'envie de lui répondre méchamment et tout. Alors à ce moment-là, voilà, on a 4 questions à se poser. 4 questions à se poser. Est-ce que je ne peux pas lâcher prise sur cet événement parce que je ressens un besoin de reconnaissance ou d'amour? C'est-à-dire que le fait que cette personne critique mes enfants, ma maman, ma meilleure amie, est-ce que c'est en fait, ça me met mal parce que j'ai l'impression qu'elle ne me reconnaît pas ou parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus à cause de ça? Première question à se poser. Deuxième question, est-ce que c'est un manque de sécurité? Est-ce que dans cette critique-là, ça me met mal parce que, par exemple, c'est mon conjoint, qu'il critique effectivement mes enfants. Alors, ça peut être les siens, mais ça peut être ceux d'un premier mariage. Et j'ai peur qu'ils partent. Donc, dans ce cas-là, je vais perdre ma maison, je vais perdre ma sécurité financière, je vais perdre aussi ma sécurité un peu de couple et de situation sociale. Enfin, est-ce que ça me met dans une situation où je suis dans un manque de sécurité? Voilà, deuxième question à se poser. Troisième question, est-ce que ça me met dans un manque de contrôle?
Est-ce que le fait que cette personne qui critique mes enfants me met dans une position où je me dis, mais tu ne contrôles pas. Alors, peut-être que je ne contrôle pas mes enfants assez pour qu'ils plaisent à cette personne. Ou je ne contrôle pas mon ami, ou je ne contrôle pas ma maman. Mais en tout cas, est-ce que ça me met mal parce que j'ai l'impression que je n'ai pas contrôlé, hein? Et la question à se poser, c'est est-ce que je peux contrôler, hein? Voilà, est-ce que je peux contrôler? Sinon, je lâche prise. Est-ce que la quatrième manque? Et la quatrième question à se poser, c'est est-ce que je suis dans un besoin, un manque de séparation ou de fusion? Alors, est-ce que ça... En fait, la question à se poser, c'est cette personne qui critique, est-ce que je suis mal parce qu'au fond de moi, j'ai peur qu'on se sépare? Ou est-ce que j'ai peur qu'on était tellement fusionnel, c'est quelqu'un avec qui j'ai tellement envie d'être dans la fusion que le fait qu'elle critique, ça m'enlève cette fusion. Je ne suis plus dans la fusion avec elle. Est-ce que c'est ça qui me fait mal? Voilà. Donc ça, c'est une méthode que vous pouvez voir sur Facebook, Brigitte Lachaise, je la nomme parce que c'est elle qui me l'a apprise, mais elle est très très bien. Est-ce qu'effectivement je suis dans quelque chose de ces quatre choses? Le besoin ou le manque de reconnaissance, premier. Le besoin ou le manque de sécurité, deuxièmement. Le besoin ou le manque de contrôle, troisièmement. Le besoin ou le manque de séparation-fusion. Donc j'identifie, je me pose les questions, c'est pas toujours facile à y répondre. Et quand j'ai identifié, je me dis, ah bah oui, effectivement, c'est un manque, il critique et j'ai l'impression qu'il m'aime plus. Donc je suis dans un manque de reconnaissance ou d'amour. Et là, on se dit, est-ce que je suis prêt à lâcher là-dessus? Parce que finalement, est-ce qu'il m'aimera moins? Non, peut-être pas. Donc là, je suis prêt à lâcher. Et on souffle. On dit oui, je suis prêt à lâcher. Ou non, je ne suis pas prêt à lâcher. Mais en tout cas, la question, elle est identifiée. Et quand ça se reproduira, on saura pourquoi on souffre. Et on sera moins mal, vous verrez, je vous assure. Est-ce que je suis dans un manque de sécurité? Cet homme-là va me quitter. Je vais être dans une détresse. Est-ce que c'est ça qui me fait mal? Je respire. Oui. J'essaye de lâcher prise là-dessus, je lâche prise ou je lâche pas prise, mais en tout cas j'ai identifié, et là aussi la prochaine fois, et ainsi de suite pour mon manque de contrôle. Est-ce que je peux contrôler mes enfants pour qu'ils lui plaisent mieux, ou est-ce que je peux le contrôler lui pour que mes enfants lui plaisent mieux et qu'ils ne critiquent pas? Oui, j'essaierai de faire, donc je lâche pas prise. Non, ben dans ce cas-là, je lâche prise, c'est son problème si ça lui plaît pas. Mais en tout cas, moi, ça me met pas mal. Et la troisième question, est-ce que cet homme-là que j'aime, que j'adore et qui critique mes enfants, je me sens plus en fusion avec lui parce qu'effectivement, s'il critique mes enfants, c'est une partie de moi, ma meilleure amie, c'est moi qui l'ai choisi, mes parents, c'est mes parents, il les critique, donc je ne suis plus en fusion avec lui. Est-ce que je suis prête à l'accepter? Oui, je lâche prise. Non, je n'accepte pas. Mais j'ai identifié plus tard, quand ça va recommencer, quand la situation va se représenter, je serai moins en difficulté, vous verrez. Voilà, donc ça c'est une méthode qu'il faut essayer d'appliquer. Elle est compliquée, je suis désolée, je reçois des textos. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura peut-être pu vous éclairer. Certainement qu'au fond de vous, il y a beaucoup de choses que vous saviez. En tout cas, je le répète, le lâcher-prise est quelque chose de difficile, de long, et quelque chose qui se travaille et qui se fait qu'avec le temps. Je vous invite, je fais des stages sur l'au-delà. Alors l'au-delà, ça va être déjà, qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Pourquoi on peut savoir et être certain à l'heure actuelle qu'il existe? Je me suis nourrie de plusieurs sources, évidemment Alan Kardec, évidemment plein de conférences de grands médiums, plein de bouquins, et je vous invite à ce stage qui devrait être très intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est décédé? Comment on est reçu là-haut? Comment on va évoluer là-haut? Comment nous, en tant qu'êtres terriens, humains, on est dans un schéma d'évolution? À quel stade sommes-nous en fonction de certains critères, et qu'est-ce qui va nous attendre là-haut en fonction de notre évolution? Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit farceur? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit tout court? Qu'est-ce que c'est qu'une entité? Qu'est-ce que c'est, je ne sais plus, hein, je vais en oublier, mais qu'est-ce que c'est qu'un guide? Qu'est-ce que c'est qu'un ange gardien? Qu'est-ce que c'est que le grand tout? Je vous invite aussi à venir, comment savoir si on reçoit des signes de l'au-delà. Quels sont les signes de l'au-delà qu'on n'arrive pas à identifier ou qu'on arrive à identifier? Comment savoir que ce sont vraiment des signes de l'au-delà? Comment pouvoir communiquer avec l'au-delà? Alors attention, danger, 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 ne pas tomber dans les arnaques, ne pas vouloir communiquer à tout prix. Comment se protéger?
comment savoir communiquer avec nos anges gardiens, comment savoir communiquer avec notre guide, comment entendre notre guide. Enfin voilà, plein d'autres petites choses, notamment sur les enfants indigos. Comment, pourquoi un enfant part tôt? Qu'est-ce que l'au-delà nous envoie comme message? Qu'est-ce que le spiritisme? On va parler beaucoup du spiritisme parce que c'est à travers ça qu'on a tous ces messages et toutes ces réponses. En tout cas, je vous invite à venir. Les stages se font le 27 février, on est en 2016, se font le 5 mars 2016, se font le 12 mars 2016. J'en rajouterai si nécessaire. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, Nat de Genasse, N-A-T-H de Genasse, G-E-N-A-S. Vous me demandez un ami. J'ai une autre page qui s'appelle Natou Voyance Serenity, mais j'y vais beaucoup moins. Donc finalement, je vous invite à venir sur celle-ci. Et je vous inviterai aux stages qui auront lieu donc sur Genasse, près de Lyon. Je suis prête à aller en faire ailleurs, aux alentours de Lyon, si des gens sont concernés et suffisamment nombreuses. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit bien. En tout cas, j'étais très contente de la faire. Et je remercie toutes les personnes qui ont suivi mes stages. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite d'être positif au possible et d'avancer sur le chemin du lâcher-prise. Voilà, merci, au revoir.